C'était le filmmaker de Gary Vee. Puis il a rejoint Alex et Leila Hormozi et a structuré tout leur pôle contenu. Mais comme si ça lui suffisait pas, il vient de se lancer à son compte et de lâcher une bombe de 6 heures de valeur gratuitement sur YouTube. C'est une pure masterclass où il révèle tout ce qu'il a appris ces 10 dernières années. Alors laissez-moi vous présenter Caleb Rolston. Habituellement, les hommes de l'ombre derrière les grands entrepreneurs d'Internet n'ont aucun intérêt à aller dans la lumière, mais cette fois, c'est différent. Alors tenez-vous prêts parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans les secrets d'un des meilleurs Head of Content de tous les temps. Contribuer à créer une marque légendaire, Caleb Rolston l'a déjà fait 2 fois. Avec Gary Vee, qui pour rappel a des dizaines de millions d'abonnés sur les réseaux et est connu de manière totalement mainstream, et avec les Hormozi, qui eux aussi sont passés de 0 à plusieurs millions d'abonnés, toutes plateformes confondues. Et aujourd'hui, on va naviguer à travers les étapes de son process qu'il a utilisé pour créer ces marques légendaires et structurer les stratégies de contenu qui vont avec, pour pouvoir faire pareil à notre tour. Et on commence tout de suite avec les 4 étapes pour poser les bases de sa marque. Souvent, on pense que le branding, c'est juste une question d'identité visuelle, donc un logo et une charte graphique. Alors qu'en réalité, le branding, ça représente la réputation d'une entreprise ou d'une personne. Your brand is just your reputation. So just like in high school you had a reputation, or in middle school you had a reputation, now people call it brand, but it's the same thing. Et une réputation, on en a tous une, qu'on le veuille ou non. Define what your brand is. Now your brand actually exists whether you define it or not. Your audience might be defining it for you. I would rather we be intentional and take control. La bonne nouvelle, c'est que notre réputation n'est pas obligée de la subir, on peut la construire. Et c'est justement ça l'intérêt du branding. Alors voilà les 4 étapes que recommande Caleb pour poser les bases d'une bonne brand. Question number 1, again, like I said, we're starting from the end in mind and working our way back. So what is our desired outcome? What do we want to have happen? En fait, pour créer la brand, on va partir de la fin. Quel est l'état du monde meilleur qu'on veut contribuer à créer? Pour illustrer ça, on va prendre l'exemple d'un youtubeur et entrepreneur fitness en Suisse qui s'appelle Eric Flag. Lui, sa mission, c'est d'aider les gens à se sentir mieux dans leur corps et mieux dans leur tête. Et son message, c'est un petit peu qu'en faisant du sport, on travaille aussi notre estime de nous et que l'estime de soi, c'est le plus important pour se sentir bien dans sa vie et pour pouvoir accomplir des grandes choses. Donc sa mission, ça va être de ramener le sport dans la vie des gens et de se battre contre la sédentarité. Une fois qu'on a mis une intention sur la grande direction de notre marque, on peut se poser une seconde question. Question number 2 is what do I have to be known for in order for that to happen? Pourquoi est-ce que je veux être connu? Si on reprend notre exemple, Eric Flag, il veut être connu pour être une figure référente du monde du sport et du développement personnel en incarnant son message. Ça nous amène à la 3e question. Question number 3 is what do I have to do in order to be known for that? Qu'est-ce que je dois accomplir pour être connu pour ça? Dans le cas d'Eric Flag, il a décidé de faire un Ironman, c'est-à-dire une épreuve de triathlon taille XXL qui enchaîne 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon d'affilée. Et sans même parler de création de contenu, le simple fait d'accomplir cette épreuve va contribuer à sa brand. Et donc ça nous amène à la 4e question. The last question takes us to right now. What do I have to learn in order to do that? Qu'est-ce qu'on doit apprendre pour accomplir ce qu'on a à accomplir? Dans notre exemple, pour Eric Flag, il devait apprendre la nutrition, le triathlon, prendre un coach, ce qui déroule une liste d'actions concrètes pour construire la réputation qui l'emmènera là où il veut aller. You need to learn these specific items, and then you need to do those things, and then you will become known for those things, and then eventually the desired outcome occurs. Souvent sur Internet, quand on parle de créer sa personal brand ou sa marque personnelle, on se concentre sur la stratégie de contenu. Quel format faire, comment publier, comment parler sur les réseaux, etc. En réalité, la réputation d'une personne, elle provient tout d'abord de ses comportements et c'est dans le monde réel que ça se passe. Le travail de mettre en lumière une personal brand, ça revient à bien communiquer sur les accomplissements de la personne dans le monde réel et à lui faire une belle image en ligne. En d'autres termes, ça revient à amplifier la personne, mais si la personne n'a rien accompli, il n'y a rien à amplifier et donc sa marque personnelle sera vide. Et donc ce que nous apprend ici Caleb Rolston, c'est qu'une bonne brand, ça se travaille pas que dans la création de contenu, mais ça se travaille à tous les autres niveaux de l'entreprise, que ce soit le comportement du dirigeant lui-même, l'expérience client, les événements qu'organise l'entreprise. Et en fait, cette réputation, elle va se construire à tous les points de contact entre l'entreprise
et le monde extérieur. You don't need a new wardrobe or a big social media announcement to reinvent or rebrand yourself. You just need to change your behavior. Et d'ailleurs, Leila Hormozi avait eu un réel enjeu réputationnel au moment où ils avaient vendu leur première entreprise Gym Launch avec son mari et associé Alex. I realized that I did not have the reputation that I wanted after selling my company. We had sold our company Gym Launch that Alex and I had started together, and I realized that my reputation was still stuck in the past. It was still only aligned with who I was when we had started the company, and it really hadn't evolved to who I was when we sold the company. People didn't know what I did. They didn't even know that I ran the company. They didn't even know when they joined the company that I was going to be their boss. A lot of people thought that I was just Alex's executive assistant. And so rather than getting a new wardrobe or changing my hair color, I was like, okay, well, how would I have to show up and how would I have to behave to be somebody who had a different brand and had a different reputation? I needed to learn to speak, even if I was concerned with what people are going to think. I needed to learn to lead with confidence when I showed up for my team, rather than expect that they were going to know that I was confident about something. Et la leçon qu'elle nous partage ici, c'est qu'une réputation, ça se demande pas, ça se crée. Par exemple, si vous approchez la trentaine, vous avez probablement dans votre groupe d'amis quelqu'un qui avait la réputation d'être un énorme fêtard. Donc quand on pensait à lui, on pensait tout de suite à boire, à aller en boîte de nuit, à faire la fête, etc. Et qui peu à peu, par exemple, s'est mis au sport et s'est mis à poster que des stories où il était au sport. Et à force de répéter dans la durée, et sa nouvelle réputation, c'est que c'est un healthy guy qui fait du sport et on a totalement oublié qu'avant, c'était un gros teufeur. Donc travailler sa brand avant même d'allumer la moindre caméra pour créer du contenu, ça revient à changer des comportements et à le faire de manière répétée dans le temps. Donc ce dont on s'aperçoit avec ces 4 étapes, c'est que le plus important, c'est de partir d'une intention claire. Every decision you make along the way lines up with what you want to have happen. The majority of people that are building their brand online, that are posting content, I promise you, 99.9% of them have no idea what they're trying to accomplish with their content, with their brand. And so what they're doing is they're wandering aimlessly. If you do not have a desired outcome that you are making your decisions off of, you're going to go somewhere, but it might not be the place that you want to be. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Par exemple, en ce moment, je travaille sur un projet de chaîne YouTube secondaire et j'ai déroulé exactement ce chemin-là. Et je peux vous garantir que ça vaut le coup de passer par ces étapes-là avant de créer du contenu, même si elles sont inconfortables, parce que ça permet de mettre vraiment une clarté sur la direction que vous allez prendre après pour créer vos contenus et donc tout déroulera beaucoup plus facilement. Alors évidemment, il ne faut pas se paralyser avec des questions trop théoriques, surtout si on a du mal à y répondre et le chemin va aussi se révéler en avançant, mais c'est un super point de départ. Et justement, une fois qu'on sait où on veut aller avec notre marque, on va devoir décider avec quoi on veut ou non associer notre image. Now, after you define your desired outcome, I would argue probably the most important part of defining your brand is defining your associations or the associations that you desire to have. Ask yourself, what do I want to be associated with? What do I want the audience to think of when they hear my name? Par exemple, sur cette chaîne, quand j'ai repris les vidéos, j'avais envie d'associer mon nom au mot-clé YouTube et de me positionner comme quelqu'un qui aide les entrepreneurs à se développer sur YouTube. Donc tous les sujets que j'ai choisi de traiter, ils étaient liés à YouTube et dans chaque titre de mes vidéos, je mettais le mot YouTube pour créer une association répétée encore et encore. Ali Abdaal, dont on a parlé dans une dernière vidéo, lui au départ, il s'est associé au monde de la médecine, donc il disait qu'il était médecin dans toutes les vidéos, puis peu à peu, il a élargi le scope des associations pour son image, il s'est mis à parler de productivité, puis plus récemment de business en ligne, et donc son image de marque, elle évolue en même temps que les sujets dont il parle évoluent. Maintenant, forcément, vu qu'il parle de business en ligne et d'argent, on peut aussi l'associer à d'autres acteurs un peu plus shady du marché, chose qu'il ne subissait pas au début quand il parlait juste de médecine. Donc concrètement, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez développer votre image en ligne, une bonne question à se poser, c'est à quelle thématique est-ce que vous voulez être associé et sur quels mots-clés vous voulez vous positionner pour devenir top of mind au départ. Avant de partir mainstream et d'aller adresser toute la planète, ça peut être super de dominer une colline, celle qui a le plus de valeur pour vous. Donc choisir avec quoi vous voulez associer votre image, c'est super important. Mais choisir avec quoi vous ne voulez pas l'associer l'est d'autant plus. Sur quel podcast vous allez passer? Avec qui vous allez vous afficher publiquement? Tout ça, c'est des questions qui vont faire évoluer votre réputation. D'ailleurs, récemment, l'entrepreneur Charlie Morgan a expliqué dans une vidéo YouTube qu'il a décidé de quitter Dubaï, où il était allé pour payer moins de taxes, parce que sa brand, son image de marque en souffrait trop. Le simple fait d'être à Dubaï faisait qu'on associait son image à d'autres gens à Dubaï, et notamment des gens qui font des trucs pas très net. Donc pour lui,
la détérioration d'image de marque ne valait pas l'économie d'impôt. Alors bien sûr, il avait plein d'autres raisons de partir et il n'y a pas que ça, mais c'est quand même un exemple intéressant de comment peut évoluer votre réputation simplement par association. Et une réputation, ça se change pas du jour au lendemain. Regardez par exemple, Elon Musk a renommé Twitter X il y a maintenant plus d'1 an et on l'appelle encore Twitter. Simplement parce que dans nos cerveaux, les connexions neuronales et les associations étaient tellement fortes que ça demande énormément d'efforts, de temps et de répétition pour les changer. Et dans tout ce qu'on partage, il y a le texte et le sous-texte. Le texte, c'est tout ce qu'on va dire, tandis que le sous-texte, c'est tous les messages que vont passer nos contenus, comme ça, inconsciemment. Par exemple, dans la pub iconique de Tai Lopez, Here in my garage, il est dans son garage avec sa Lamborghini derrière et il explique que le plus important, c'est pas ça, le plus important, c'est la connaissance. Et là, il monte sa bibliothèque et il explique comment devenir riche. Et donc, le message que suggère cette vidéo, c'est qu'il a une Lamborghini. C'est la même chose, mais de manière beaucoup plus caricaturale dans la vidéo de JP Fanguin qui avait fait le buzz, où il explique comment faire de l'argent et où il est dans un costume devant une voiture. Mais là, c'est poussé à l'extrême. Donc là, c'est extrêmement grossier, mais en fait, il y a plein d'autres applications où c'est beaucoup plus subtil que ça. Par exemple, Tai Lopez, il a récemment refait des pubs où il est en train de se balader dans son manoir et de jouer au billard en même temps qu'il est en train de parler de vente et de marketing. Donc le sous-texte, c'est qu'il est plâtré d'oseille. Et c'est aussi ce que fait Caleb Rolston, par exemple, dans cette vidéo, où il parle de création de contenu en même temps qu'il est en train de faire un road trip en Harley Davidson. Donc en fait, ça lui permet de passer un message sur ses valeurs, son identité, sur qui il est, sa vision de la liberté, en même temps qu'il parle d'autre chose. C'est une manière pour lui d'associer son image à des valeurs de liberté et de communiquer des choses sur son identité sans avoir à le dire. D'ailleurs, ce qui est amusant quand on regarde le cas des Hormozi, c'est qu'ils ont tellement associé leur image à l'excellence, au travail acharné et à la réussite, qu'ils sont devenus presque trop successful dans l'imaginaire collectif et donc leur audience avait du mal à s'identifier à eux. Du coup, sur Instagram, depuis quelques semaines, ils sont en train de dévoiler beaucoup plus de leur vie privée, ils dévoilent des moments où ils sont en train de manger des gros desserts bien sucrés, de chiller, etc. pour se rendre plus humain et pour diluer un petit peu cette image de hard worker qu'ils avaient poussé très très loin. Maintenant qu'on est au clair sur l'intention pour notre marque et avec quoi on veut associer notre image, l'heure est venue de créer du contenu. I can't tell you how many different people over the years have reached out asking me to help them build what Gary Vaynerchuk has with Team Gary Vee. And to be completely honest with you, I ignore the majority of those requests because I know they're not willing to make the investment necessary. The investment in money, in time, in attention, and the sacrifice they'll have to make with their privacy. These are really, really big commitments for somebody to be making. Another thing I've seen is people creating process that they end up hating, dreading. They film in formats that they absolutely hate or feel extremely uncomfortable in, like vlog style, direct-to-camera, or video essay. I mean, the reality is a lot of people are not comfortable filming direct-to-camera shorts, for example. What they would actually prefer is somebody off camera asking them questions, more of an interview style. And so I see so many people doing this and trying to play this game that they know works, but it won't work for them. Or even worse, they talk about things that make them want to vomit. On doit créer du contenu qui est fluide pour nous. Et encore une fois, ce que Caleb a mis en place avec les Hormozi en est un bon exemple. D'un côté, on a Alex Hormozi. Lui, il prend le rôle d'égérie de l'entreprise qui va devenir excellent en création de contenu. Il va créer avec un très fort volume, il va passer énormément de temps à créer les meilleurs contenus possibles. C'est lui qui va écrire des livres, des guides complets, des vidéos extrêmement structurées. Il va le faire avec la même posture que Dan Martel, un autre entrepreneur dont on avait parlé dans une autre vidéo. Et de l'autre côté, on a Leila Hormozi qui, elle, est CEO de l'entreprise, donc elle va piloter l'opérationnel de la boîte, et donc elle a beaucoup moins de temps pour la création de contenu. Et quand on regarde sur la chaîne de Leila, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de contenus qui sont faits de manière totalement différente. Par exemple, elle va enregistrer du contenu pendant qu'elle est en déplacement entre deux meetings ou qu'elle est en train de se promener dehors. Et en fait, ils ont trouvé une manière d'incorporer la création de contenu dans son agenda pour ne pas que ça lui bloque de temps supplémentaire. Ces deux approches totalement différentes, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Par contre, il y en a sans doute une qui est meilleure que l'autre pour vous, selon vos appétences et votre situation. Et une question qui revient tout de suite vis-à-vis de la création de contenu, c'est comment est-ce que je dois me comporter face à la caméra? Et c'est normal de se la poser cette question parce qu'il n'y a rien de moins naturel que de parler à un objet. I think that this is something that if we continue to do, it's not sustainable. We won't be able to stick with it for a long time. And ultimately, this content thing is something that I think would be cool to do for more than a year.
But realistically, if I'm not being myself, I'm not going to do it for more than 6 months. La création de contenu, on le sait, c'est un jeu de long terme. On n'est pas là pour créer juste pendant un mois et c'est important de s'engager pour créer sur la durée, pour créer quelque chose de sérieux. Une question qu'on peut se poser, c'est pendant combien de temps vous seriez prêt à vous engager pour créer? People start creating content with the most insane expectations, especially within the first 6 months. They look at the top dogs in the space and think they're going to get the same exact results as them from the get. And what's even crazier about this is that the majority of people that are wanting these results, these crazy results, they're not doing the actions that are necessary to get those results. I can't tell you how many different people over the years have reached out asking me to help them build what Gary Vaynerchuk has with Team Gary Vee. And to be completely honest with you, I ignore the majority of those requests. Il y a deux manières de créer du contenu, une approche court-termiste et une approche long-termiste. L'approche court terme, elle consiste à prendre les problèmes que rencontrent vos prospects ou vos clients, à faire des vidéos dessus et à les faire avec un discours un petit peu marketé, c'est-à-dire en ayant des promesses claires à chaque vidéo, en mettant des preuves de légitimité de qu'est-ce qui fait que vous êtes la bonne personne pour adresser ces problèmes chez vos prospects et en mettant beaucoup d'appels à l'action. L'avantage de cette première stratégie, c'est que c'est le chemin le plus court pour monétiser une audience. Par contre, parfois, ça laisse un arrière-goût un peu intéressé et on n'est pas en train de créer une brand aussi forte qu'on le pourrait. Un petit peu à la manière des gens qui vont faire des cols de funnel ads avec des webinaires ensuite qui sont très pushy au niveau de la vente et qui sont dans une approche vraiment purement transactionnelle, mais qui ne sont pas forcément en train de développer une image de marque. Ce qui laisse place à la deuxième manière de faire, le chemin long terme. This system, the content machine that provides insane levels of value multiple times in my career. And I've seen the kind of results that it produces. And yet, I've been debating it. Ici, on parle de donner une quantité déraisonnable de valeur gratuitement. Mais au fond de nous, on aura toujours une petite voix dans notre tête qui nous dira « Est-ce que je suis pas en train d'en donner trop ?» Et Caleb, il a eu ce sujet lui aussi. I'm actually almost embarrassed to say this, but fuck it, I will share it. Day 2, after filming our 6-hour and 22-minute course that we dropped completely for free on YouTube, we had just finished day 2 of filming. It was like 12, 13 hours of filming. And I look over at Trevor and I was like, dude, I know we want to put this out for free, but we could put this out and probably make over $1 million. I feel pretty confident in that. Et le truc, c'est que tout vient à point à qui c'est attendre. Within 7 days, I met with 3 brands that are a dream of mine to work with. And so I'm clearly being reinforced and I'm being told by the content that the value we're putting out is producing the outcomes that I want. And so I actually have a goal now of trying to push the boundaries. Trevor and I have been talking about how do we push the boundaries on what is acceptable to release to the public for free, right? And it's all following the big principle of share the knowledge, sell the personalization. C'est exactement la démarche qu'avait suivi Alex Hormozy à la sortie de son livre 100 Million Dollar Leads. Pendant 1h30, il a teasé toute la valeur à laquelle allait avoir accès son audience, et alors qu'il s'apprêtait à faire une offre et à empocher plusieurs millions en 1 minute, il avait révélé que tout était gratuit. Donc il a refusé le profit court terme, et cet événement il lui avait vraiment permis de passer un step en termes d'identité de marque sur le marché, et de rentrer dans la légende. Et maintenant qu'on est 2 ans et demi plus tard, les bénéfices qu'il en a retirés entre tout ce que ça lui a permis de faire au niveau de son image de marque, d'investir dans le logiciel School, de prendre des parts dans des boîtes, de lancer des workshops, de faire sold out, etc., il a sans doute eu un retour sur investissement bien supérieur à celui qu'il aurait eu s'il avait privilégié le profit court terme. Donc ça, c'est une belle leçon. Jusqu'à quand vous seriez prêt à retarder la gratification? Est-ce que vous seriez prêt à faire des vidéos d'1 heure, 2 heures, 3 heures qui dévoilent tout ce que vous connaissez de manière gratuite, en étant extrêmement généreux sur la valeur et en plaçant la barre beaucoup plus haut que tous les autres acteurs de votre marché? Ok, tout ça, ça fait beaucoup de questions, mais maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Et si votre stratégie de contenu était sous vos yeux depuis le départ? When she said it, I was like, I can't believe I didn't think of this. Like, this killed me. She was like, it doesn't necessarily mean that you have a videographer follow you around all the time. It means that you talk about things that have occurred. Souvent, on surcomplexifie le processus de création de contenu, alors que le contenu, il est déjà en nous. C'est les conversations que vous avez avec vos clients, c'est les réponses aux objections qu'ont vos prospects et c'est les trainings que vous faites avec votre équipe. Tout ça, c'est votre contenu, il manque plus qu'à le marketer. So you can look at your calendar for the last week or month and talk about those items, right? Success stories of like a tough conversation she had with an executive. And then she can share that. And then 5 other stories that she has. So I think sharing wins and success stories is something that a lot more businesses should be doing, but just not in a boring, customer testimonial bullshit way.
Et d'ailleurs, quand on regarde plus précisément, la plupart des contenus d'Hermosi, c'est des case studies de choses qu'ils ont mis en place chez des clients. Et c'est juste qu'ils le racontent à la caméra. If you take a look at Alex and Layla's YouTube channel, 95% of the content is just case studies. It's just made in an entertaining way, platform native. They're not the boring case study that exists on that one tab on your website that nobody fucking watches. They're engaging. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'en plus maintenant, on a l'IA pour faciliter la tâche. Alors laissez-moi vous partager un workflow très simple pour vous créer une banque d'idées de contenu en illimité. Étape 1, vous utilisez Fathom.ai qui va enregistrer tous vos calls et les transcrire automatiquement. Étape 2, vous copiez-collez la transcription de vos appels dans ChatGPT. Étape 3, vous lui demandez à partir de cette transcription de vous ressortir les grandes idées qui seraient propices à créer des contenus, en notant le sujet et l'exemple concret qui avait été traité dans la conversation. Et en plus, si vous avez la flemme de faire ça à la main, vous pouvez même utiliser Zapier pour créer une automatisation qui récupère tout seul les transcriptions, qui les passe dans un prompt et qui les range dans un tableau Notion. Donc ce que vous disent vos clients, vos prospects, votre audience et votre équipe, c'est de l'or. D'ailleurs, Gary Vee, il était connu pour lire rapidement les DM qu'il avait sur son Instagram juste avant de monter sur scène pour donner une conférence. Ça lui permettait de toujours être en contact avec le terrain et d'adapter son discours à chaque prise de parole. Et ça peut être une super manière de vous mettre le pied à l'étrier. Si vous êtes entrepreneur et que vous voulez de l'aide pour mettre de la clarté sur votre stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, vous pouvez prendre un call avec moi, on fera le point ensemble, je vous dirai si on peut vous aider ou non. Et dans tous les cas, le but c'est que vous repartiez avec plus de clarté qu'à votre arrivée. Le lien est juste en dessous. En tout cas, je vous rassure, il n'y a pas besoin d'attaquer avec la grosse vidéo du siècle, le gros cours de 6 heures dès le jour 1 pour démarrer une stratégie de contenu. Parce que pour devenir bon, ça va demander du temps, donc c'est top d'y aller étape par étape. Et donc maintenant, pour résumer tout ce qu'on a vu, je vais vous partager une roadmap pour vous développer sur YouTube. L'étape 1, ça va être de créer votre minimum viable YouTube. À ce stade-là, vous allez faire le travail sur la marque dont on a parlé au début. Vous allez récupérer le contenu des appels que vous avez avec vos clients, prospects, membres de votre équipe et commencer à créer des premiers contenus en remettant en forme vos idées déjà existantes. Et vous allez commencer de manière extrêmement simple sur la forme. Vous pouvez vous contenter de vous filmer avec votre webcam en faisant des looms par exemple. L'enjeu, ça va être de faire une preuve de concept sur votre chaîne YouTube. Donc vous allez faire ça sur 5, 10, 15, 20 vidéos et vous allez le faire jusqu'à avoir vos 1000 premiers abonnés et signer votre premier client avec YouTube. L'enjeu ici, c'est juste de mettre le pied à l'étrier, de faire une preuve de concept et de valider que la création de contenu, c'est un exercice qui est écologique pour vous. Ensuite, vous allez arriver à la deuxième étape, la structuration. Là, vous allez pouvoir commencer à upgrader un petit peu la forme de vos vidéos, peut-être à prendre un miniaturiste, un monteur vidéo, à mettre en place un système pour déléguer facilement, et vous allez continuer de sortir des vidéos encore et encore, et ce pour passer de 1000 à 5000 abonnés, pour avoir 1, 2, 3 clients étiquettes tous les mois grâce à YouTube, tout en réduisant le temps que vous passez sur les tâches chronophages du process. Et enfin, la troisième étape, ça va être de dominer votre niche. Là, vous allez pouvoir mettre en place des formats peut-être plus ambitieux que ce que vous faisiez pour l'instant. Vous allez pouvoir affirmer votre identité qui se sera clarifiée sur le chemin. Vous allez même pouvoir reprendre les grandes idées que vous aurez développées dans toutes vos vidéos longues pour en faire des contenus courts dédiés que vous posterez sur tous les autres réseaux. Et vous pourrez même lancer des publicités en retargeting sur votre audience qui recibleront vos vues. Avec ça, vous pourrez aller de 5 à 50 000 abonnés, signer peut-être 2, 5, 8 clients étiquettes tous les mois et commencer à amorcer d'autres réseaux sociaux. L'enjeu ici, ça va être de passer en mode qualité plus et que la sortie de chacune de vos vidéos soit un réel événement. Un petit peu comme quand Caleb Rolston sort un guide de 6 heures qui plie le game. Caleb Rolston, c'est l'homme de l'ombre derrière les marques personnelles des plus grands entrepreneurs du secteur et il a beaucoup à nous apprendre. Soyons intentionnels sur ce qu'on veut accomplir, sur ce pourquoi on veut être connu, avec quoi on associe ou non notre image et surtout sur comment on doit se comporter pour construire notre réputation. Ne créons pas, documentons. Ne disons pas, incarnons. À l'heure où tout le monde fait la même chose, donnons plus de valeur que les autres de manière déraisonnée et sur le long terme, nous ne pourrons que gagner. Voilà par où commencer.